En tout cas, il y aura un ensemble d'interventions tout à l'heure qui seront faites. Et d'ailleurs, on aura nos camarades de la Clusa et je voulais déjà démarrer en leur faisant un petit mot d'honneur. C'est une des premières choses qu'on a appris cette semaine en arrivant ici, qu'elles avaient gagné une année de plus à la Clusa à repousser le projet de retenue d'eau, de bassine pour la neige artificielle à la Clusa, et j'ai l'impression que ça nous a donné une force sur l'ensemble de la semaine. Voilà, moi je fais partie des Soulèvements de la Terre, je vais juste toucher un mot d'introduction. L'idée de la conférence de presse, c'est qu'on laisse la parole à un certain nombre d'organisations qui se sont engagées assez fortement dans cette mobilisation, pas toutes encore une fois parce qu'il y en a 150, mais que ça fasse un peu un panel représentatif entre des syndicats, des paysans, des élus, Bassine Non Merci, les Soulèvements de la Terre, ça vous donne une idée. Évidemment, on pourra répondre ensuite à des questions avec aussi d'autres représentants de ces organisations par la suite. Et juste pour toucher un mot d'introduction et de contexte sur cette semaine, on s'est retrouvé dans une situation, vous voyez, où on est dans une montée en puissance d'un mouvement qui est devenu extrêmement symbolique sur la question de la défense de l'eau, de son partage, face à un modèle agro-industriel qui s'accapare l'eau, dans une situation qui est devenue dramatique en termes climatiques, en termes de sécheresse, et on est face à un gouvernement qui passe en force. Ça fait un an qu'on mène des mobilisations de plus en plus importantes pour stopper les chantiers de méga-bassines. Ça fait un an maintenant qu'on est dans une situation où on doit en venir, y compris à accepter la question de la désobéissance civile pour empêcher ces projets. On considère que quand il y a des crimes qui sont faits contre la terre, contre l'eau, et qu'on est dans des nécessités d'assumer des formes de mobilisation où on se doit d'arrêter des chantiers. C'était l'objectif clair et affiché de la mobilisation d'aujourd'hui. On s'était dit, si le gouvernement entreprend un nouveau projet de méga-bassine, il a entrepris le plus gros projet de méga-bassine existant ici à Sainte-Soline, on les arrêtera. On attendait qu'ils donnent, de savoir s'ils donnaient le premier coup de pelleteuse, et on avait dit un mois après, c'était un gros pari d'organiser une manifestation de ce type en un mois, on sera... Il y en a bien à la Voilà, on a vécu une semaine un peu incroyable. C'est toujours un défi d'organiser ce type de mobilisation, surtout qu'on s'attendait à des interdictions préfectorales. Elles sont tombées lundi. La préfecture a dit on ne vous laissera pas manifester, arrêtez liberticide, on ne vous laissera pas vous approcher de la bassine. Il s'est trouvé qu'on est arrivé mardi sur ce terrain, en plein cœur de la zone interdite, ce qui était assez incroyable. On est arrivé en convoi. C'était un énorme piété à la préfecture. À ce moment-là, elle avait déclaré la veille, vous ne pourrez pas manifester. Le lendemain, on arrive au Monde des Chapiteaux, le lendemain soir, au cœur de la zone interdite. Et pourquoi? Et là, je vais vous demander des acclamations quand même, je dis à tout le monde, même dans un cadre de conférence de presse. C'est parce que un agriculteur à qui appartient ce champ qui était irriguant, qui était dans la cote de l'eau, a décidé de changer de modèle. Il s'est rendu compte que les bassines, c'était pas possible, que c'était pas un modèle soutenable. C'est Philippe, il vous parlera mieux que moi de pourquoi il refuse aujourd'hui ce modèle de bassine, de pourquoi il a changé, de pourquoi c'est possible de changer de modèle agricole. On le remercie infiniment. Voilà, toute la semaine, la préfecture, pour faire baisser artificiellement le nombre de manifestants, créer un climat anxiogène, n'a pas cessé de répéter qu'il ne serait pas possible de manifester, qu'il y aura un dispositif policier démesuré. On les remercie d'ailleurs, il y a une tribune qui a été faite de plus de 200 élus juristes pour dire qu'elle crée que c'était impossible qu'on
renonce à manifester, que c'est impossible qu'on renonce à être là aujourd'hui. En réalité, ça fait plusieurs mobilisations qu'on fait face à des arrêtés de ce type. On a toujours réussi à se rassembler. Du coup, nous, on était confiants que les gens arriveraient, y compris en bravant les interdits. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est incroyable. Enfin, la première victoire, c'est que les machines sont parties du chantier avant-hier. L'objectif de la journée, ça va être qu'elles ne reviennent pas et qu'ils ne construisent plus d'autres chantiers de bassines. Et la seconde victoire pour mener à bien ce projet, c'est que les gens arrivent, on est là, malgré les arrêtés préfectoraux, on va se rassembler, manifester aujourd'hui. Voilà, alors je vais laisser la parole à ma camarade de Bassines Non Merci pour qu'elle revienne sur la question de l'engagement contre les projets de bassines. Oui, mon premier mot, c'est vraiment de dire que ce combat-là, il a vraiment de la... Oui, pardon, Mélissa du collectif Bassines Non Merci. Alors, il faut savoir que le collectif Bassines Non Merci, c'est un collectif citoyen composé d'associations, de partis politiques, de syndicats, de mouvements, de différentes organisations. Et c'est bien ce front commun, et vous êtes la preuve aujourd'hui ici de cette force et de cette puissance de ce mouvement. On ne serait rien si on n'était pas là tous ensemble et avec les organisations que vous représentez toutes et tous, avec la diversité de nos modes d'action et la complémentarité de nos modes d'action. C'est un combat qu'on mène depuis 5 ans, mais c'est un combat qui se mène depuis bien plus longtemps, et Benoît sera, à côté de moi sera en capacité de pouvoir en témoigner. Mais voilà, après tous les recours qui ont eu lieu, que ce soit sur le terrain juridique, sur le terrain politique, ils essayent en effet de passer en force. Et alors juste pour centraliser sur le projet de 16 bassines, enfin, on se mobilise aujourd'hui contre les projets de 16 bassines ici, et notamment la bassine de Sainte-Soline, qui est la plus grosse bassine du projet. C'est 720 000 mètres cubes de mètres cubes d'eau sur 16 hectares, avec 18 km de canalisation qui vont ensuite fournir cette eau aux différentes exploitations. Ça va concerner que 12 exploitations sur le territoire, sachant qu'aucune de ces exploitations n'est en conversion en agriculture biologique et qu'aucun n'ont fait un engagement de réduction de pesticides ni installé en termes de maraîchage, etc. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, c'est vraiment, on lutte vraiment contre un projet d'accaparement d'eau. Et si on ne veut pas que ça se fasse ici, c'est aussi parce qu'on ne veut surtout pas non plus que ça se fasse ailleurs. Donc c'est des projets... Tous ces projets d'accaparement d'eau, et ici il y a aussi des collectifs qui se battent pour la défense de l'eau en règle générale, partout en France. Donc c'est vraiment de lutter tous ensemble contre les projets d'accaparement d'eau, de privatisation au profit d'une minorité de gens qui se privatisent cette eau, bien commun public, voilà, qu'on a tous le droit à avoir accès, et aussi à préserver les milieux, etc. Donc voilà, c'est toute cette lutte-là qui est rassemblée aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas m'étendre davantage, je vais laisser la parole, et après si vous avez des questions, enfin, sauf si vous voulez rajouter des choses, mais voilà, je vais passer la parole à Benoît qui est à côté de moi, sauf s'il y avait un tour. Non, voilà. Peut-être, excuse-moi, Nicolas, parce que là c'est clairement aussi en fait un choix de société que l'on fait par rapport au modèle agricole. Parce que c'est vraiment ça, là, on cautionne l'agro-industrie par ces projets-là, et je vais laisser la parole à Nicolas qui sera la meilleure personne pour en parler. Mais ici, on soutient un autre modèle agricole, une agriculture paysanne qui alimente les gens à proximité et qui respecte l'homme et l'environnement dans ses pratiques culturelles. Et du coup, je suis vraiment très contente que la Confédération paysanne soit encore rassemblée avec nous et lutte avec nous depuis le début. Donc Nicolas, je suis le porte-parole de la Confédération Paysanne, et oui, nous aussi on est hyper enchantés d'être là avec vous pour lutter contre les projets de méga bassines. Et on va pas lâcher l'affaire, on sera là à chaque fois, ça c'est une certitude.
pourquoi on est là, nous les paysans? Alors on n'arrête pas de me poser la question là toute la semaine. Ouais, mais c'est des paysans qui luttent contre d'autres agriculteurs. Vous luttez contre votre camp. Non, absolument pas. Absolument pas. Le message qu'on essaie de faire passer, c'est que les méga-bassines, comme d'autres choses, comme les fermes-usines, comme les OGM, comme les pesticides de synthèse, sont les outils de l'agro-industrie. Les outils de l'agro-industrie qui font disparaître les paysannes et les paysans année après année. Et on a l'impression qu'on n'a pas compris ça. Ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans que la conf existe. À chaque fois, on lutte contre la disparition des paysans. On prône une agriculture paysanne qui permet de remettre de l'autonomie dans nos pratiques, qui permet d'avoir une alimentation de qualité accessible à toutes et tous. Et puis en face de ça, on a une agro-industrie qui fait disparaître les paysans. En 30 ans, on a divisé le nombre de paysans par 3. Et c'est le fait de l'agro-industrie. Hier, on était mobilisés avec les camarades de la conf au bord de la Palisse, à La Rochelle. Alors c'est aussi le symbole ultime de l'agro-industrie. C'est-à-dire que ce qu'on cultive ici, ça part en partie au bord de la Palisse. C'est une agriculture agro-exportatrice qui va totalement dans cette logique-là et qui nourrit finalement juste les grosses coopératives, juste l'agro-industrie, mais qui ne nourrit pas les paysans, qui ne vous nourrit pas non plus. Donc la logique, elle est pour nous tout à fait présente de lutter contre les méga-bassines, parce que c'est quelque chose de mortifère pour les paysannes et les paysans, de mortifère pour nos territoires. Donc plutôt que de faire ça, plutôt que de mettre de l'argent massif, public dans les méga-bassines, on aurait tellement mieux à faire de mettre de l'argent pour rénover nos pratiques agricoles, aller vers une agriculture paysanne qui permette de mettre l'eau dans les sols. C'est là que l'on doit être. Une eau qui sera présente dans les sols, elle sera accessible et mobilisable pour l'ensemble des paysannes et des paysans et pour l'ensemble des usages. Aujourd'hui, le fait de repomper cette eau qui a eu la chance de s'infiltrer, la repomper pour la mettre en surface, pour la privatiser pour une minorité, c'est un non-sens complet. C'est un non-sens complet, aussi bien économique qu'écologique. Donc à un moment donné, il va falloir se réveiller, et nous on est là pour se faire réveiller les consciences, notamment les consciences agricoles qui ont un petit peu de mal à se réveiller, parce que ça fait 30 ans qu'on essaie de les secouer, mais à chaque fois, la FNSEA, les ministres de l'Agriculture, toutes et tous, à chaque fois qu'ils y passent, il faut toujours aller dans la même logique du produire plus. Et c'est les bassines qui vont permettre à un moment donné, selon eux, de produire plus. Sauf que, au passage, elles vont faire disparaître les paysannes et les paysans, et nous, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter, parce que si on veut une autonomie alimentaire, une souveraineté alimentaire, il faudra des paysannes et des paysans nombreux. C'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est pas avec des méga bassines, c'est pas avec des fermes de 1000 vaches, c'est pas avec des OGM. Qui est un soutien historique de la lutte et eurodéputé. Merci. Alors effectivement, mes cheveux blancs témoignent du combat que je mène depuis longtemps sur ce sujet-là, et avec des jeunes générations avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler et qui prennent le relais très efficacement pour lutter contre les bassines. Et moi, ce dont je suis venu vous parler, c'est comment est-ce que nous, à l'échelon européen, on essaie d'être le relais de ces jeunes qui, et moins jeunes bien sûr, qui luttent contre ces bassines. Le sujet des bassines, c'est qu'effectivement, ceux qui réclament ces équipements-là sont précisément ceux qui, pendant 60 ans, avec l'argent public de la politique agricole commune, donc déversé par l'Union européenne, qui représente un tiers du budget total de l'Union européenne, ont dévasté les conditions qui permettent de bien gérer l'eau. Ils ont effacé les méandres des cours d'eau, recalibré les cours d'eau, ils ont effacé les zones humides, ils ont effacé les prairies, ils ont effacé les arbres, tout ce qui participe à stocker l'eau dans les sols, en profondeur, dans les nappes souterraines. Parce que le seul stockage qui vaille de l'eau, c'est du stockage souterrain. Le stockage... Le
stockage en surface est une hérésie. Le stockage en surface, c'est une fuite en avant supplémentaire pour continuer sur le modèle agricole dont parlait Nicolas juste avant, qui est tourné vers les logiques exportatrices, où on nourrit des herbivores avec autre chose que de l'herbe. Vous vous rendez compte, on vous propose de nourrir des herbivores avec de l'herbe et non plus avec du maïs et du soja, parce que les bassines, ça va aussi avec ça. Et donc ce qu'on propose, nous, à l'échelon européen, sur ce territoire du Marais Poitevin, qui malheureusement a déjà eu à vivre un contentieux européen contre la France, parce qu'on a effacé ses prairies, parce qu'on a conduit une gestion de l'eau désastreuse, et bien c'est de faire la démonstration que ces projets de bassines télescopent la loi, la réglementation, et comment est-ce qu'une préfète peut continuer de soutenir de tels équipements alors que l'État devrait être le garant de l'intérêt commun, du bon usage de la loi. Et bien aujourd'hui, on peut faire la démonstration que des directives européennes sont télescopées, et c'est la raison pour laquelle, avec Bassines Non Merci, on pousse vers l'arrivée d'un contentieux européen contre la France sur la gestion de l'eau. Et il n'y a pas que la directive cadre européenne sur l'eau. Directive cadre européenne sur l'eau, il y a la directive cadre sur les eaux souterraines, mais il y a aussi un sujet qui souvent n'est pas dans les radars, c'est le poids de cette gestion désastreuse de l'eau sur le milieu marin. Le lien terre-mer est fondamental, et l'usage de l'eau que fait l'agriculture aujourd'hui est en train de flinguer l'écosystème marin, est en train de flinguer d'autres paysans qui sont les paysans de la mer, qui ne peuvent plus développer leur activité d'ostréiculture, de conchiliculture en général, de mytiliculture, pardon, à l'estuaire du Marais Poitevin, et donc ça c'est déterminant. Donc pour toutes ces raisons-là, on va essayer de faire en sorte que l'Union européenne, qui vous paraît parfois une institution lointaine, soit là pour essayer de conduire ce contentieux européen et de faire plier l'État pour qu'enfin, sur l'eau, on respecte les directives qu'on a su voter à un moment donné. Qui est députée de la première des circonscriptions de la Vienne. Merci. Alors je suis députée écologiste et pourquoi c'est moi qui parle aujourd'hui? Parce que sur la première circonscription de la Vienne, il y a le bassin du Clin. Et sur le bassin du Clin, la préfecture essaye de passer en force pour faire accepter 31 mégabassines. Le combat ici, c'est le combat pour tous les autres départements, pour tout le reste de la France, pour si on gagne ici, et j'espère qu'on va gagner, je sais qu'on va gagner, et bien on arrêtera tous les autres projets. Et donc c'est vraiment, cette lutte, elle est symbolique, elle est hyper importante pour toute la France, et peut-être même plus largement. Donc j'y tiens particulièrement. Alors pourquoi nous on est contre les méga-bassines? Ça a été dit, mais je le redis. Nous on est pour une agriculture qui fait vivre des gens. On est pour une agriculture qui préserve notre terroir. La France, c'est quand même le pays de la gastronomie. Est-ce que vous voulez que... Je vais faire peut-être mon Jean-Pierre Coff, José Bové. On ne veut pas manger de la merde en fait. Donc protégeons nos petits paysans, protégeons une agriculture de qualité et arrêtons de soutenir cette agro-industrie qui détruit tout, qui détruit les animaux, qui détruit la faune, la flore, les plantes et même ce qu'on mange. En fait, il n'y a plus rien dans ce qu'on mange qui est produit comme ça. Non, on lutte absolument contre ça. Et donc pour nous, c'est ça l'enjeu. Il faut qu'il y ait des habitants dans nos campagnes, et les habitants de nos campagnes, c'est des agriculteurs, c'est des paysans qui nous font vivre et qui nous font manger correctement des aliments de qualité. Alors moi je suis députée, on lutte au niveau européen, on lutte aussi au niveau national. Vous l'avez peut-être vu passer, j'ai posé une question à la secrétaire d'État à l'écologie, Bérangère Couillard, qui a l'air de dire que les bassines, c'est pas automatique, c'est pas la panacée, il faut faire attention, il faut faire un projet de territoire avant, tout le contraire de ce que dit le ministère de l'Agriculture, donc c'est très intéressant, c'était une réponse très intéressante, j'attends qu'elle me donne plus d'éléments, je l'ai relancée. Elle est censée me répondre par courrier sur des éléments plus précis, alors sur la Vienne, mais ça va sûrement concerner d'autres secteurs de méga-bassines. Et je trouve ça, je voudrais lui rendre un petit hommage quand même, parce qu'elle a dû se faire remonter les bretelles en me répondant ça. Elle était un peu vexée quand je l'ai relancée pour avoir plus d'éléments d'ailleurs. Mais c'est bien, elle a tenu une position d'écologiste en fait. Elle a dit les bassines, c'est pas une solution.
Donc appuyons-nous sur ça, les bassines c'est pas une solution, c'est pas la solution pour maintenir l'agriculture. Donc nous on assistera au niveau national, on portera cette position, on luttera pour que les méga-bassines ça soit plus possible, que ça soit en tout cas plus possible sans projet de territoire, puisqu'on sait que si on fait un projet de territoire pour la gestion de l'eau, bah, ça marche pas. Quand on prend en compte tous les usagers de l'eau, on se rend bien compte qu'on peut pas faire de méga-bassines, ça marche jamais. En fait, il suffit de prendre les choses dans le bon sens, de regarder qui consomme pour quel usage, l'eau potable d'abord, et on verra que les méga-bassines, c'est pas une solution pérenne, c'est pas une solution d'avenir dans un contexte de changement climatique. Nous, on va continuer, en tout cas moi, je vais continuer à me battre là-dessus. Et puis je vous félicite tous. Je sais que c'est une conférence de presse, mais en fait je suis hyper impressionnée du monde qu'il y a ici. J'ai déjà vu les images du campement d'hier soir. C'est vraiment une très très belle lutte. Et je vous remercie de votre mobilisation parce que c'est vous qui avez raison, c'est nous qui avons raison. Et c'est pas l'État qui essaye de nous empêcher de manifester. En fait l'État il crée juste les conditions pour qu'il y ait des tensions, il crée les conditions pour faire monter la colère, il crée les conditions pour générer des affrontements pour ensuite pouvoir dire que c'est notre faute, mais c'est nous qui avons raison et on doit bien garder ça en tête, c'est nous qui avons raison et c'est nous qui protégeons l'intérêt général et c'est nous qui protégeons l'environnement. Députée de la 3e circonscription de la Haute-Vienne et qui va prendre la parole pour la France Insoumise. Lisa, j'avais pas précisé, tu prenais la parole pour Europe Écologie Les Verts. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureuse d'être là et surtout heureuse de voir à quel point on est nombreuses et nombreux. Bravo à vous pour cette belle mobilisation parce que clairement c'est pas juste avec l'hémicycle qu'on va s'en sortir. On a réellement besoin d'une mobilisation sur le terrain en plus, ça ne vous aura pas échappé qu'on est minoritaire. Donc effectivement on essaye de se battre comme on peut. Lisa a effectivement posé une question à Bérangère Couillard, donc secrétaire d'État à l'écologie, qui semble répondre favorablement, mais plus récemment vous avez peut-être entendu notre cher ministre de l'Environnement Christophe Béchu qui disait... attendez, je sais même pas dire ce qu'il avait dit. Il a dit on arrête tout, plus de projet Bassines. Donc ne vous inquiétez pas, il a dit que les bassines ne posaient aucun problème pour l'environnement et aucun problème de... Il habite à Angers. Donc nous on se pose un peu la question quand même parce qu'on a un peu l'impression que les bassines, comme plein d'autres projets industriels, c'est plutôt un pansement, si vous voulez, qu'on essaye de mettre temporairement sur un problème et qui en réalité va plus aggraver encore plus le problème et appuyer sur l'accélérateur alors qu'on est en train de foncer dans le mur, plutôt que de régler durablement les choses. Finalement, c'est une remise en question de l'entièreté de notre système agricole qu'il faudrait faire, plutôt que de se demander comment faire pour continuer à puiser durablement les ressources avec des cultures de maïs qui ne nourrissent pas, comme plusieurs de nous l'ont rappelé, et qui ne correspondent pas à notre climat et qui correspondront de moins en moins avec le réchauffement climatique qu'on connaît. Il faudrait investir plutôt dans la transition écologique de notre agriculture et d'ailleurs arrêter d'opposer écologie et agriculture parce qu'en réalité les agriculteurs remplissent des fonctions absolument extraordinaires dans nos paysages. Les petits paysans même sont les garants d'une certaine biodiversité qu'on connaît, de certains oiseaux qui sont liés à des paysages qui sont permis par nos petits paysans qui respectent le bocage, qui respectent justement les sols parce que c'est aussi en entretenant nos sols, en y mettant de la matière organique qu'on stocke l'eau et donc c'est ici qu'il faut investir finalement, c'est vers cette transition, c'est accompagner l'agriculture et nous ce qu'on veut c'est pas une agriculture intensive comme dirait Marc Dufumier, ce qu'on veut c'est une agriculture intensive, oui mais intensive en emploi et il faut qu'on réussisse à bifurquer l'agriculture en orientant plutôt les aides vers l'actif
plutôt qu'on le fait actuellement vers l'hectare, pour que justement on puisse faire une agriculture à échelle humaine qui respecte son écosystème et qui en réalité, parce que l'écosystème il nous a pas attendu pour vivre et utiliser l'eau correctement, et si on réussit à revenir à une échelle humaine et au respect de l'écosystème, agriculture et écologie se marient parfaitement. Donc, on va vraiment se battre pour ça et on le fait déjà dans l'hémicycle. C'est difficile de mettre même à l'ordre du jour de tels sujets parce que la plupart du temps c'est pas nous qui choisissons l'ordre du jour, mais on fait comme on peut pour essayer de faire rentrer les choses dans l'ordre du jour de l'hémicycle. Mais vraiment c'est un combat qu'on essaye de mener, notamment là il va y avoir une mission d'information. Alors nous on va essayer on a voulu faire passer ça en développement durable, mais ils ont réussi à le faire avant nous en affaires économiques, justement sur l'étude des cultures qui sont les plus consommatrices en eau et quelles solutions et quelles alternatives. Donc vous pourrez suivre ça de près, on aura des missions d'information sur ce sujet-là. Et aussi dans notre niche parlementaire à la France Insoumise qui arrivera en novembre, on va avoir une proposition de loi sur justement les premiers mètres cubes d'eau gratuits pour toutes et tous. C'est ça que ça pose comme question, c'est comment on utilise l'eau, est-ce qu'on l'utilise comme un bien commun, est-ce qu'on la partage entre tous les usagers et justement avec notre environnement, ou est-ce qu'on la stocke dans un endroit qui en plus permet l'évaporation, donc qui est totalement contre-productif. Et nous c'est ça qu'on va essayer de mettre à l'ordre du jour avec cette proposition de loi, même si on sait qu'elle ne passera jamais, en tout cas pas en novembre, mais bientôt. On va venir dans l'hémicycle, alors ça passera mieux. Mais en tout cas... Mais en tout cas vraiment, enfin, j'insiste, alors pour que vous veniez dans l'hémicycle, faites-vous tous élire, effectivement, ce sera avec plaisir. Mais continuez surtout voilà, à maintenir la pression sur le terrain, parce que sans vous, nous on sert plus à rien. C'est vraiment, on essaye de porter la voix dans l'hémicycle, mais vous êtes vraiment la pression dont on a besoin sur le terrain, et nous on essaye de se faire juste votre porte-voix au niveau politique, et encore merci pour votre mobilisation. Et maintenant, je passe la parole à Hervé Auguin pour Solidaire, qui fait partie de Solidaire 79. Bonjour. Oui, le volet syndical, déjà c'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime devant vous tous, parce que c'est très chouette de voir un tel attelage, une telle coalition qui vit depuis des mois, des années, qui rassemble autant une telle mosaïque, des citoyens, des femmes, des hommes, des assos environnementales, locales, nationales, des paysans, des paysannes et des paysans, des partis politiques, et puis des syndicats professionnels, CGT, David prendra la parole après moi, et puis nous, Sud Solidaire. Alors pourquoi on est là? Déjà nous on est un syndicat de lutte, et je crois qu'on est dans la lutte, non? Oui. Bon bah ça va. Et puis on est un syndicat de transformation sociale. On se bat dans les entreprises pour contrer l'accaparement des richesses par les patrons, pour une meilleure répartition des richesses. Ça c'est notre premier rôle. On se bat pour défendre les services publics qui sont attaqués de toutes parts, malheureusement. Ça c'est notre bien national. Et puis finalement on sort de l'entreprise et on vient lutter avec vous tous contre l'accaparement. C'est même pas un bien, si c'est un bien, c'est un bien commun, c'est pas une voilà, c'est un commun, c'est un commun. Ça nous appartient à toutes et à tous. Et c'est le même schéma, c'est une minorité qui prend
sans rien demander, hein, on vous demande pas l'avis, mais on prend. Voilà, et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je sais pas, on n'est pas des spécialistes hein, comme les paysans ou les assos environnementales, mais on est convaincus de la lutte, on est déterminés. J'ai pas pris de douche moi ce matin, donc je suis très déterminé, vous voyez. Oui, avec la CGET. C'est important parce que chacun a son rôle, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et quand on voit ce large spectre de la société qui fait front et qui s'oppose à quelques décisions d'une minorité, je crois qu'il n'y a pas beaucoup à ajouter. Hein. Je crois qu'on a raison d'être là. Voilà. Merci à vous. Qui représente la CGT et qui fait partie de la CGT de Sèvres. Alors je vais pas revenir sur le discours environnemental qu'on partage évidemment, ce discours du souhait du partage du commun et du souhait du partage des richesses, voilà, qu'on partage avec Solidaire. Je vais parler un petit peu plus du dépôt de la déclaration de manifestation. Donc on a, pour faire les choses dans l'ordre chronologique, on appelait à une manifestation quand même ensemble avec Bassine en Merci depuis un certain temps, voilà, puisqu'on avait annoncé qu'après le début du chantier, on se retrouverait pour manifester ensemble. Donc on peut pas dire qu'on a pris la préfecture à rebours, ils étaient au courant des choses, voilà, et donc on a déposé notre déclaration de manifestation lundi matin à 9h20, voilà, et comme les termes de la loi le prévoient, c'est entre 15 jours avant la mobilisation et jusqu'à 3 jours avant la mobilisation. On a été très surpris de ne pas avoir aucun échange, aucune réponse dans la journée. La préfecture, contrairement à ce qu'elle a annoncé, n'a pas souhaité qu'on partage ensemble. Voilà, clairement, moi j'ai appelé plusieurs fois en plus les renseignements territoriaux qui m'ont dit oui, on va revenir vers vous, oui, on va revenir vers vous, et on n'a jamais eu de nouvelles. Voilà, et après 17h, on voit des arrêtés d'interdiction qui tombent. Voilà, et le lendemain, donc mardi, on a reçu un courrier d'interdiction de notre manifestation en disant, vu les arrêtés d'interdiction pris, on ne peut pas répondre favorablement à votre dépôt de manifestation. Ah oui, c'est écrit exactement comme ça. Voilà. Et du coup, dans l'ordre chronologique, les arrêtés d'interdiction arrivent après la déclaration. Et donc, c'est quand même assez incroyable de voir que la préfecture dit, vu les arrêtés d'interdiction, on ne peut pas répondre à votre déclaration de manifestation. Voilà. Donc, il faut reprendre les choses dans l'ordre. C'était important de le redire. J'étais au tribunal administratif hier. Donc, on a fait un référé liberté ensemble. Le tribunal administratif de Poitiers a statué pour permettre l'interdiction de la manifestation proposée par la préfecture. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que le tribunal administratif a montré quand même quelques incohérences de la préfecture, en tout cas sur l'interdiction qui tombe après la déclaration. Voilà, la préfecture nous a dit qu'ils auraient du mal à contrôler une telle zone, les 80 km² à peu près qu'ils ont déclaré en zone d'interdiction de manifestation. C'était très incohérent de dire que c'était compliqué pour eux d'encadrer cette zone, alors que c'est eux-mêmes qui ont déposé cette zone. Voilà, donc il y a eu pas mal d'incohérences quand même mises en avant par la présidente du tribunal administratif. Ensuite, effectivement, elle a statué en notre défaveur, mais c'était bon de rappeler quand même qu'il y avait un certain nombre d'incohérences de l'autre côté. Voilà. Ça ne nous empêche pas d'être là et nombreux présents, et parce que il y a un moment, quand des interdictions tombent de n'importe quelle nature qui viennent entraver en fait les droits des travailleurs, les droits des habitants, parce que c'est ça aujourd'hui, hein, on vient entraver notre droit à avoir une gestion démocratique de l'eau, une gestion commune de l'eau.
on vient privatiser une partie de notre ressource. Voilà, donc c'était important pour nous de braver cet interdit, comme on a bravé toujours des interdits contre l'accaparement des richesses dans pas mal d'entreprises. Merci. Oui. Désolée, c'est juste c'est qu'on avait des. En tout cas, il y aura des questions-réponses et toutes les personnes présentes là. Voilà, en plus des personnes qui ont pris la parole, il y a Loïc Prudhomme qui est là, donc député qui est allié de la lutte depuis longtemps, donc qui fait partie de la Constance. Aussi Sandrine Rousseau qui est à nos côtés et pour le PCF. Et Frédéric Giraud qui fait partie du PCF 79 et qui fait partie des soutiens depuis le début. En vrai, on aurait aimé donner la parole à... il y a 150 organisations qui ont soutenu la manifestation. Et Charles Fournier qui est député aussi derrière moi. Enfin bref, que du beau monde. En tout cas, il y a 150 organisations qui ont soutenu notre mobilisation.